Salut les mangeurs de cacahuètes, bienvenue sur Wrestling Clinic et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Nuit des Temps. Alors je rappelle le concept de la Nuit des Temps. La Nuit des Temps, c'est une review d'un pay-per-view WWE, WCW ou ECW qui a eu lieu il y a 10, 20 ou 30 ans, jour pour jour. Et aujourd'hui, le 26 juillet, eh bien il y a 10 ans, jour pour jour, la WWE présentait le pay-per-view Night of Champions, deuxième édition pay-per-view lors duquel tous les titres sont défendus. Nous sommes à Philadelphie, en Pennsylvanie, la maison mère de la ECW, devant 17 774 personnes, et le pay-per-view a été acheté 259 000 fois. Alors au programme des réjouissances, on a donc une défense de tous les titres de la WWE, avec du Jeff Hardy, du CM Punk, du Randy Orton, du Triple H, du John Cena, on a Christian, on a votre pote Tommy Dreamer. Bref, on a plein de choses au programme. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, dans ce pay-per-view WWE dans la nuit des temps, immédiatement. Alors l'opener, c'est la Legacy, Cody Rhodes et Ted DiBiase Jr. qui affrontent Chris Jericho, qui, en tout cas à ce moment-là, au début du pay-per-view, n'a pas de partenaire. Pourquoi ? Eh bien, vous avez vu lors du dernier pay-per-view, The Bash, dernier épisode de la WWE dans la nuit des temps, eh bien, ce sont Chris Jericho et Edge qui sont devenus champions par équipe. Sauf que malheureusement, quelques jours auparavant, Edge s'est blessé, il s'est déchiré le tendon d'Achille et ça va le mettre sur la touche jusqu'à son retour du Royal Rumble. Donc Chris Jericho est tout seul, il n'a pas de partenaire. Pour ce match, il va choper le Big Show comme partenaire et ils vont conserver les titres par équipe. À ce match, je lui ai mis 2 petits points de suture parce que voilà, c'est sans prétention, il n'y a pas grand chose à dire. C'est une entrée en matière tout à fait, on va dire, normale, classique dans ce pay-per-view. Ensuite, on a un match pour le championnat ECW avec Tommy Dreamer, donc je refuse de reviewer le truc. Mais la bonne nouvelle, c'est que... Alors non, la bonne nouvelle, c'est pas que Christian a remporté le titre. La bonne nouvelle, c'est plutôt que Tommy Dreamer l'a perdu. Est-ce que j'ai mis une note ? Non, j'ai même pas mis de note. Ensuite, Six Pack Challenge pour le championnat des États-Unis. Alors, Six Pack Challenge, c'est un concept qui est né lors de Unforgiven 1999. Celui-ci aussi va arriver sur la chaîne très bientôt, au mois de septembre, vous allez voir. Alors, dans ce Six Pack Challenge, il y a qui ? Je vais essayer de le faire de tête. Il y a donc Kofi Kingston, Le Miz, Jack Swagger, ça fait 3, Carlito, Primo, 5, qui remplace le Big Show, donc qui devait participer initialement, mais donc voilà, il le remplace, et MVP. Alors ce match, il a duré combien ? Il a duré un quart d'heure, je regarde mes notes, ah ben non, même pas, il n'a pas duré un quart d'heure du tout, il a duré 8 minutes. C'est vrai que sur la grande majorité du match, c'est sympa sans plus, mais la fin est vraiment très bien faite. Une longue séquence avec plein de finishes, à l'issue de laquelle eh bien, Kofi Kingston sort champion. Il conserve son titre. Allez, en note, je lui ai mis 2 points de suture et demi. Ensuite, on enchaîne avec un match pour le championnat, non pas des divas, championnat féminin entre Michelle McCool et Melina. Pour un match de femmes, c'était plutôt bon, j'ai envie de dire, c'était bien intense. Voilà, bon, ça reste la WWE et des matchs de femmes, d'il y a 10 ans, donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir aujourd'hui. Mais donc voilà, c'est Michelle McCool qui conserve, bon je vais pas mettre de notes, juste pour dire qu'elle conserve en 6 minutes, et voilà, on avait un peu l'impression que les nanas catchaient, que c'était pas des espèces de guimauves qui ratent tout, comme c'était souvent le cas à l'époque. Après, on a un match triple menace, qui est un combat revanche, en fait, de WrestleMania 24, lors duquel les 3 hommes se sont déjà affrontés. Le match est pour le championnat de la WWE, donc c'est Randy Orton qui défend son titre contre Triple H et John Cena. Le match dure 22 minutes, je lui ai mis 3 points de suture et demi, car c'était un bon match de catch. On voit que les gars sont pros, qui maîtrisent leur sujet, ils font pas n'importe quoi, mais c'est fluide, c'est propre, c'est pas extraordinaire, mais c'est bon et de manière constante, et ça c'est suffisamment rare et appréciable pour le noter. Dans ce match, tout le monde arrive un petit peu à placer tous ses moves, sauf Randy Orton qui va pas faire de punt, mais voilà, c'est très propre. Ah oui, alors en parlant de moves,
Michael Cole, mais quel chèvre, mais quel schneck le mec. Donc à un moment, il y a, comme vous pouvez vous imaginer, dans un match à 3, d'ailleurs il le refera contre Cody Rhodes et Ted DiBiase lors de WrestleMania 26, eh bien Orton va faire son DDT sur ses deux adversaires. Je veux dire, il fait son DDT, vous savez, quand le mec est placé sur la deuxième corde. De toute évidence, quand il est face à deux adversaires, s'il peut le claquer sur les deux en même temps, ça fait un truc très sympa dans le match. Et là, Michael Cole se débile, il fait « Quoi un DDT sur les deux? Non, c'est pas possible !» Ça fait juste 15 ans que le mec il fait ce move dans tous les matchs. Et là, c'est juste tout à fait logique qu'il le fasse sur les deux mecs, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est... ça... Il y a 10 ans, le mec, il était déjà horrible. Hein. Alors à mesure que le match avance, on a vraiment ce sentiment que c'est difficile, on est vraiment dans une guerre qui n'en finit pas. J'ai trouvé que la foule était un petit peu moins chaude que ce que j'aurais pensé, compte tenu des 3 stars qui sont dans le ring, de la qualité du match qui est tout à fait acceptable, voire bonne, et aussi par rapport au fait qu'on est à Philadelphie, ville réputée quand même pour une foule qui aime bien se faire entendre, quoi. Alors un des moments clés du match, c'était quoi? Oui, c'était Randy Orton qui a un sharpshooter sur Triple H, et puis là, Cena arrive, il porte le STF, Triple H tape, oui c'est bien ça. Ah non, c'est Orton, pardon. C'est donc c'est sharpshooter et STF, et Orton qui abandonne, donc théoriquement il perd son titre, sauf que l'arbitre est bien emmerdé. C'est ça l'histoire du truc, c'est que Orton théoriquement aurait dû perdre son titre, mais l'arbitre il sait pas à qui donner la victoire, vu qu'il tape une seule fois, mais pour 2 soumissions qui sont appliquées en même temps. Donc ça c'était un moment clé de la fin du match, avant que la Legacy ne débarque. Pas de disqualification dans ce match, la Legacy débarque, commence à foutre un petit peu le bordel, et le finish intervient lorsque John Cena a Cody Rhodes sur les épaules pour faire le Attitude Adjustment. Et en fait, comment ça se passe? Il le porte pas, parce que là il y a Orton qui arrive et qui le chope direct en RKO pour le 1, 2 et le compte de 3. Et pour ressortir de ce bon match, toujours champion de la WWE. Après, voilà, j'avais un petit peu mixé au début. Après, on a un match pour le championnat des Divas. Mickie James contre Maryse. Next. C'est pas la peine. Ensuite, on a un petit match sympa entre Dolph Ziggler et Rey Mysterio. C'est une des premières fois qu'on voit vraiment Ziggler haut comme ça dans une carte. Oui, c'est vrai que jusqu'à présent, il était plus mid-carder. Là, en semi-main event contre Rey Mysterio pour le championnat intercontinental. Titre que Rey Mysterio, je galère aujourd'hui. Hein. Rey Mysterio va conserver en combien? En 14 minutes. Ce match, je lui ai mis une note de 3 points de suture et demi, car c'était un bon match. Alors, les deux gars auraient pu faire nettement mieux, mais il faut comprendre un petit peu le contexte. Le contexte, c'est que déjà, inconsciemment, on essaye de le comparer avec la série de matchs entre Rey Mysterio et Chris Jericho, mais Ziggler et Rey Mysterio, ils ont pas du tout la même alchimie, donc forcément, ça va pas être aussi bien. Et aussi, il faut pas oublier qu'on est avant le main event, et que les gars, forcément, ils vont se restreindre un petit peu par rapport à ce qu'ils vont faire dans le ring, parce qu'il faut pas qu'ils présentent un match trop bon avant le main event. Donc tous ces éléments font que le match est bon, j'ai dit, 3 points de suture et demi, mais c'est pas non plus un match extraordinaire, mais de manière consécutive, on oublie le match pour le championnat des Divas, mais le match à 3 et celui-ci étaient une bonne surprise. Ce qui était une bonne surprise aussi, c'était d'entendre beaucoup de femmes et d'enfants qui crient dans la foule. Les enfants pour Rey Mysterio et les femmes pour le corps de Dolph Ziggler, chose qu'aujourd'hui on n'a plus du tout, on n'a plus de, un grand nombre de femmes qui crient parce qu'elles adorent le corps, le physique d'un catcheur. C'était sympa de réentendre ça, parce que c'est une époque qui n'existe plus déjà. Dans ce match, Dolph Ziggler, alors je sais plus à partir de quand il a arrêté de le faire, ce truc, mais il fait son collier arrière, ou après il fait le poirier. Moi j'adore ce truc, j'adore quand il le fait. Donc voilà, pas mal de renversements, une bonne petite histoire, un bon match. C'est 14 minutes, c'est quand même un match qui dure dans le temps, et très bon moyen de contrebalancer totalement le match de Diva qui a précédé, et aussi un bon hors-d'œuvre semi-consistant avant le main event de ce pay-per-view. Match pour le championnat du monde
poids lourd qui va opposer CM Punk, le champion, à Jeff Hardy qui essaye de choper son 2e titre après avoir remporté le championnat du monde poids lourd pour la première fois lors de Extreme Rules, que vous avez déjà vu, je l'espère, sur la clinique. Si c'est pas le cas, je vous invite à aller dans la playlist WWE dans la nuit des temps pour revoir ce pay-per-view. Le match est plus court que ce que je pensais, il dure seulement un quart d'heure. C'est vrai que le match de Extreme Rules avait duré plus de 20 minutes dans un match à échelle assez époustouflant. 3e combat entre guillemets consécutif auquel je vais mettre 3 points de suture et demi. Donc les 3 plus gros matchs du show, et ça je vais en parler un petit peu. Allez, je le dis pas, je le dirai en conclusion. Donc voilà, un quart d'heure, 3 points de suture et demi. Les 10 premières minutes du match, je me suis pas mal ennuyé, peut-être parce que mes attentes étaient trop importantes, mais les 5 dernières minutes du match sont vraiment top, donc ça a permis de balancer le truc et de sortir avec une performance plutôt bonne, vraiment bonne en fait, ouais, vraiment bonne, pas très bonne, mais vraiment bonne. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ces 5 dernières minutes, c'est surtout la psychologie de CM Punk, qu'il distille comme ça par des petits détails. À un moment il court vers Jeff Hardy, il lui met le coup de genou, ensuite il le chope pour le bulldog. Au moment où il le chope pour le bulldog, il fait un grand sourire très condescendant, très supérieur comme ça, sachant que après il va se faire contrer. Et donc effectivement Jeff Hardy le contre, il va tenter 2 Swanton. La première elle va être esquivée par CM Punk, la seconde CM Punk va mettre les genoux. Donc tout ça on construit, vous allez voir, vers le finish. Et à chaque fois que CM Punk semble dominer ou proche de la victoire, parce que cette espèce de sourire comme ça, il va le faire aussi après avoir porté le go to sleep, où il va faire un pin un petit peu léger et très, ouais voilà, très confiant et tout. Et à chaque fois, ça ajoute vraiment de l'émotion au fait que sur le coup de genou dont je parlais avant et le bulldog, et Jeff Hardy le contre. Sur le go to sleep, Jeff Hardy se dégage in extremis. Donc ça, le fait de voir sa suffisance, ça, psychologiquement ça ajoute beaucoup, et c'est des petits détails comme ça qui font que les 5 dernières minutes contrebalancent totalement et très positivement les 10 premières minutes du combat. Et puis voilà, ouais, dans cette fin de match, les séquences elles sont très simples, mais elles sont très efficaces. On n'a pas besoin de faire 100 000 trucs, on peut faire pas 100 000 moves, que ça s'enchaîne bien et que ça s'enchaîne logiquement, et surtout aussi la foule suit derrière, et ça aussi c'est très important. Après tout ça, en fait, le finish, c'est CM Punk qui abandonne, il dit allez, fuck that shit, je vais récupérer ma ceinture, je vais partir dans les vestiaires, je vais me faire disqualifier. Par contre, extérieur, Jeff Hardy va gagner le match, mais il ne gagnera pas la ceinture. Voilà, je m'en tape, sauf que Jeff Hardy va le récupérer, il le ramène dans le ring, il y a un mini couac avec l'arbitre, mais un mini couac prévu dans l'histoire du match. Jeff Hardy frappe CM Punk qui tombe, Jeff Hardy arrive enfin à placer son Swanton Bomb après 2 essais qui n'étaient pas fructueux, et là, enfin pour la 2e fois, il arrive à obtenir le compte de 3 et devenir nouveau champion du monde poids lourd. Alors voilà, nouveau champion, bonne foule, très bonne psychologie. Si le match avait mieux commencé, très probablement j'aurais pu lui mettre une note supérieure. Comme toujours, la note, c'est pas le truc qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'était un bon match, mais que s'il avait un peu mieux commencé, pas forcément sur les chapeaux de roue, mais qu'il y ait eu peut-être plus d'éléments intéressants à se mettre, plutôt qu'une construction très classique sur les 2 premiers tiers. Donc si ça avait commencé différemment, ça n'aurait pas été un bon match, ça aurait été un très bon match. Donc là, on a un bon match qui conclut un bon pay-per-view. C'est pas le meilleur de 2009, mais il est meilleur que le dernier que je vous ai présenté sur la chaîne, c'est-à-dire The Bash. Donc j'ai passé un bon petit moment, et surtout ce que j'ai trouvé très important, c'est que au-delà de ce qui s'est fait dans la carte jusqu'au match triple menace pour le championnat WWE, c'est que les 3 matchs les plus importants de la carte, le match triple menace, le match pour le championnat intercontinental et le match pour le championnat du monde poids lourd, les 3 matchs les plus importants sont les 3 meilleurs matchs du show, et pour moi c'est une manière très positive de terminer un pay-per-view, et du coup on oublie ce qui s'est passé au début, parce que voilà, ce qui compte c'est ce dont on se souvient, et on va se souvenir que les 3 matchs les plus importants étaient les 3 meilleurs. Donc voilà, les amis, c'est fini pour cette review, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo au format un petit peu différent, et puis bien entendu au mois d'août on va continuer la nuit des temps WWE. Alors il y aura quoi? Il y aura le SummerSlam 2009,
1999, le SummerSlam 1989 également. On n'aura pas de pay-per-view ECW, par contre on aura Road Wild WCW. Donc 4 nuits des temps au mois d'août, ce qui nous laisse un petit peu de temps pour faire bien entendu la review de NXT TakeOver qui aura lieu le 10 août et de SummerSlam le lendemain qui aura lieu le 11 août. Donc un bon petit programme de review de show et puis de ci de là. Je ne manquerai pas bien entendu par rapport à mes disponibilités de vous partager mon avis sur des événements de catch ou peut-être sur un numéro d'une vidéo sur laquelle je bosse. Je ne suis pas encore sûr qu'elle sera prête pour le mois d'août. Si c'est pas le cas, ce sera à la rentrée. Mais si elle est prête au mois d'août, vous allez voir que c'est quelque chose de 100% inédit. Au niveau du YouTube francophone, personne n'a jamais présenté une vidéo comme celle sur laquelle je travaille. Donc voilà, d'ici le prochain épisode sur la chaîne, je vous invite à faire les deux choses primordiales, c'est-à-dire garder la passion qui vous anime et surtout regarder du catch 24 heures sur 24. Allez, bye bye.